comme on l'a dit, on aime vraiment prendre ce moment à chaque étape du projet pour parler avec les personnes qui ont permis ces étapes. Et toi, tu en fais partie, Anna. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Je m'appelle Johanna Melo. Je suis commissaire indépendante et je suis d'origine brésilienne. Enfin, je ne suis pas d'origine, je suis brésilienne. Donc, du coup, je travaille beaucoup entre l'Amérique latine et l'Europe, faisant le pont entre les deux marchés, les deux côtés, les artistes d'un côté de l'autre, la production contemporaine, voilà, des deux côtés. Et tu es d'où au Brésil? De Rio de Janeiro. D'accord. Alors c'est vrai que tu as suivi pendant 2 ans le projet de la MAZ en Guyane, donc qui est de l'autre côté de la frontière brésilienne. Et nous, on voulait savoir si justement, par rapport à cette expérience, avant notre projet, avais-tu entendu parler de Maman Dilo? Non. C'est vrai? Non. Je connais très bien Yemanja, qui est notre déesse de la mer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Yemanja a énormément répandu dans tout le Brésil. Tout le 31 décembre, on donne des fleurs à Yemanja. On rentre dans la mer pour Yemanja. Donc Yemanja est vraiment très très répandu du nord au sud du Brésil, même si c'est dans le nord où, à cause de la... Bon, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire, mais à cause de l'histoire de l'esclavage, etc. Mais Maman Dilo, en fait, j'avais jamais entendu parler. Surtout le côté où, comme le Brésil, Yemanja, elle est adorée, elle est aimée. Pour moi, ça fait très étrange quand j'ai découvert que Maman Dilo, c'était hyper intéressant. En Guyane, c'est le contraire. Exactement. Et qu'elle est très... Enfin, il faut avoir une distance. Et on adore en parler justement de cette différence d'interprétation autour d'un même personnage. Mais c'est vrai que du coup, de ton point de vue, de ton expérience et de ton vécu au Brésil, majoritairement, Yemanja est bien vu? Ah oui, très bien vu. Et au-delà, enfin, dans ce syncrétisme brésilien, parce que le 31 décembre, mais tout le monde jette des fleurs, c'est le rituel qui vient. Je prends un exemple, mais voilà, dans la plage aussi fait beaucoup partie de la vie brésilienne en général. Bon, moi qui viens de Rio, vraiment, c'est partie de ma vie. Donc Yemanja est répandu depuis que j'étais toute petite. D'accord, c'est hyper intéressant. En tout cas, on adore mettre en avant cette différence d'évolution de ce symbole, de cette puissance. Et ce projet Maman Dilo, il a vraiment été... Enfin, toutes les œuvres ont été créées avec 4 axes principaux. Premier axe qui est justement comment les récits ancestraux ont traversé les temps et comment ils ont résisté face au poids colonial. Deuxième axe, le féminisme, la position de la femme dans la société, on questionne tout cela à travers toutes nos créations. Troisième axe, il y a le rapport à l'environnement à travers ce projet Maman Dilo. Et dernier axe, c'est la culture hip-hop, qui est notre culture commune. Sur ces 4 axes cités, quel est l'axe qui, toi, te parle le plus à travers ton travail de curatrice? Est-ce que tu vas te rappeler des axes déjà? Non, tous les axes. Ah, d'accord. Le côté féminisme sûr et certain. Okay. Je travaille depuis toujours, si on regarde tous mes projets, etc., c'est vraiment le côté, je fais partie des filles de la photo, j'ai l'association Laima avec Olenka, tout ça dans des démarches très féministes, on va mettre plus de femmes dans le marché de la photo, on va parler plus de questions que les mecs blancs qui sont dans le marché il y a longtemps ne veulent pas en parler. Et donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Le côté environnemental, très dur de parler français. Aussi, je trouve qu'aujourd'hui, quiconque doit avoir ce regard envers le monde, quand on a dans l'art encore plus, non seulement lié à la thématique, mais lié aussi, comme ici à circulation, de reprendre les scénos, refaire tout le côté pratique aussi de comment faire pour travailler mieux dans l'écologie, parce que c'est vrai quand on pense une expo on jette dans la poubelle, c'est écologiquement dégueulasse. Carrément. Et tout le côté décolonial aussi, je travaille justement entre l'Amérique latine et l'Europe. C'est impossible de ne pas parler des questions décoloniales, des questions de comment en Europe on regarde l'Amérique latine en général, pas que le Brésil, toutes les histoires historiques, toute l'histoire historique, c'est un peu toute l'historique qu'on a des histoires qui ont, le Portugal qui a colonisé le Brésil, d'autres.
Et donc, du coup, aussi, c'est vrai que, et aussi dans ce côté, enfin, le féminisme va aussi rapporter cette décolonisation aussi. Tout se parle, en fait, quoi. Justement, nous, on a été assez surpris qu'à Rio, en tout cas dans le milieu de l'art contemporain et à Salvador, ces questions soient vraiment au cœur du travail des artistes contemporains aujourd'hui au Brésil. Nous, on voulait savoir si, avant de travailler avec la Guyane, tu avais une idée de quels pouvaient être aussi les enjeux de la Guyane qui partage une frontière du coup avec le Brésil, ou si tu avais vraiment eu aucun écho, on va dire, de ce territoire avant. C'est vrai que c'est un territoire, enfin on est voisins, on a la frontière la plus grande de la France avec le Brésil, mais en fait, que ce soit la Guyane, qu'on appelle la Guyane française au Brésil, le Suriname ou le Guyana, c'est des territoires qui sont, enfin on passe, dans les classes d'histoire, on passe comme ça. C'est, ah oui, les pays qui n'ont pas été colonisés par les Espagnols ou le Portugal. C'est un peu, ah oui, ceux-là qui parlent, ils parlent pas encore hollandais, français, c'est un peu flou. C'est très flou, enfin on sait, ça, on en parle, mais c'est très flou. Après, bon, en tant qu'adulte, j'ai un peu, recherché un peu plus, etc. Mais c'est vrai qu'aller au territoire, être dans le territoire, travailler 2 ans avec le territoire, c'est toute une autre histoire, c'est sûr. Enfin, je me rappelle le jour où je suis allée au restaurant devant la plage et il y avait, c'était pommes de terre et blochon. Tu es en pleine Amazonie, devant la mer, et tu peux manger jus de, je sais pas, cupuaçu, etc., des choses qui me parlent, avec un reblochon. C'est un surréalisme, c'est un petit détail, tu vois, mais des trucs comme ça où tu te dis, ah ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Tout le côté aussi de l'immigration asiatique aussi. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui est assez impressionnant, hyper intéressant. C'était plus lié tout au côté autochtone, tout au côté amazonique, etc., qui nous relie un peu plus avec l'histoire du Brésil. Ça, je connaissais un peu. C'est vrai qu'être là et vraiment vivre ça, c'est complètement différent. Non, carrément. Et après, en tout cas, à travers nos différents projets, d'autant plus celui-ci, on essaie vraiment de mettre en exergue ces spécificités du territoire, comme ces influences et cette présence asiatique. Sur l'une des créations qui est dans le court-métrage, justement, moi j'ai grandi du côté où les Asiatiques ils ont été implantés quand ils ont immigré en Guyane, et ça crée de nouvelles apports culturels en fait en Amazonie, et malheureusement on peine à le faire valoir, on peine à le mettre en avant, en tout cas sur le territoire, même hors du territoire. Mais c'est intéressant et curieux que tu remarques justement cela et que tu en parles, quoi. Parce qu'on en parle très peu, surtout l'immigration asiatique ou même les différentes immigrations qui permettent de faire société et qui permettent de nourrir les projets artistiques comme celui-ci, quoi. Tu nous as accompagnés sur l'exposition Photo Rio, qui est Soleil Noir, également ici, pour le festival Circulation à Paris. Notre volonté, ce serait de connaître ton ressenti vis-à-vis d'un point de vue public. Quel est ton ressenti sur ces 2 expériences, sur ces 2 installations, ici et à Rio, ton point de vue des différentes perceptions du public ici et là-bas? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ça? Je trouve que c'est un travail qui vraiment, le public se voit dedans. Ici c'est une boîte bleue, donc déjà il y a le côté immersion qui fait que le public rentre, il est bluffé, il y a le son, il y a des éléments qui font encore plus que le public rentre dans l'histoire. C'est vrai que la culture pop qui est très montrée, c'est quelque chose aussi qui fait que le public soit intéressé. Ça se rapproche, c'est donc du quotidien, des références du public, que ça soit jeune ou que ça soit quelqu'un qui vient des années 90, qui a grandi les années 90 ou 80. Donc ça, c'est assez intéressant. Au Brésil, évidemment, à cause de Iemanjá, c'était quelque chose où il y avait un repère pour absolument tout le monde. L'exposition, en plus, était à Rio, donc les gens arrivaient, c'était « Ah, Iemanjá !» C'était genre « Ouh, je connais, voilà, je suis chez moi !» Donc, il y avait aussi ce côté de surprise avec « Mais c'est un duo de Guyane, hein, c'est marrant, c'est chouette et tout. » Donc, mais en plus, au Brésil, il y avait le grand drapeau. Donc les gens arrivaient, c'était vraiment waouh, voilà, Iemanjá est là, je suis là. Presque faire un petit hôtel et partir. Mais c'est assez marrant quand les gens passent devant la boîte et on peut entrevoir aussi le tissu. On voit que les gens sont « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Il y a un côté...
Parce qu'en plus, la sirène, ça attire de Carrément. 4 ans à tout le Absolument. monde. C'est quelque chose de mythique. Mais je voulais juste intervenir sur. C'est fou que tu le dises, le fait que par rapport à cette Yemanja qui est imposante à Rio et que les gens veulent venir vers elle et se sentent bien accueillis. Et là où à Saint-Laurent-du-Maroni, où on a exposé, en Guyane, c'était l'inverse. Les enfants avaient peur. Et ils voulaient même pas rentrer dans l'espace. Et ils se posaient même des questions sur notre présence. Comment moi, j'étais encore en vie parce qu'il me voit dans une des photos. Il se disait, ah, mais s'il est dans la photo, il a vu Momandilo, mais il peut pas être vivant parce que Momandilo, c'est signe de si on te voit, c'est la fin, quoi. Mais c'est totalement ce qu'on veut questionner et remettre en avant, de par justement les cousins brésiliens ou d'autres cultures aux alentours. Comment justement de chaque côté. Pourquoi Momandilo fait-elle peur? Exactement, pourquoi elle fait peur et pourquoi d'un côté de la frontière, elle a évolué d'une manière totalement différente, quoi. Et est-ce qu'avec l'exposition, petite question de ma part, est-ce qu'avec l'exposition à Saint-Laurent-du-Maroni, les regards ont un peu changé vers Momandilo ou... Ce qui était super intéressant, c'est que il y a eu beaucoup d'écoles qui sont venues et donc il y avait un travail préparatoire avec les enseignants et surtout sur place, parce qu'il y avait beaucoup de communautés bushinangé et surtout sur place, il y avait aussi un médiateur de la communauté. Et c'est ce qui a permis qu'au début, ils rentrent avec peur, mais qu'en sortant, ils posent la question, ah oui, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on la voit comme ça? Après, le rapport au fleuve, le rapport à la mort, à la noyade, est très présent aussi sur les communautés fluviales. Donc, c'est aussi ça. Nous, on n'est pas là pour juger ou émettre un point de vue sur tel ou tel aspect, mais on voulait juste souligner qu'en tout cas, sur la Guyane de l'Est, en travaillant avec Annie-Claude Clovis, qui est une experte en mémoire orale, il y a des récits d'anciens qui donnent d'autres récits, d'autres interprétations qu'une interprétation de mauvaises créatures, de créatures maudites, mais plutôt de créatures aussi qui se rapprochent des traits qu'on a pu voir au Brésil, c'est-à-dire de bienveillance, de prospérité. Donc c'était aussi pour nous une façon de remettre en avant les récits ancestraux qui ont du mal à perdurer face aussi à l'influence occidentale aussi et qui interroge aussi la perception de son propre corps dans l'espace où on vit, quoi. En tout cas, on te remercie pour ce moment. On a fait le tour de nos questions. Bravo. Et si tu as un petit mot pour la fin, nous sommes preneurs. Bravo à vous. Oh, on merci. est très content d'avoir Momandilo dans cette belle boîte bleue immersive au 104. C'est très chouette. Et merci à vous pour la confiance. Merci à toi et merci à toute l'équipe qui a permis de rendre ça possible.